Je suivais récemment une histoire bouleversante où, aux États-Unis d'Amérique, un policier blanc américain avait tiré sur un jeune de 16 ans, un jeune garçon qui joue au basket. Et vous savez comment ça se passe souvent aux États-Unis. Il avait aussi des caractéristiques, évidemment, d'un jeune noir jouant au basketball, qui bizarrement, pour le policier blanc, était synonyme à un agresseur, à un criminel. Et pour des raisons bizarres, difficiles à comprendre, il a tiré sur le jeune. Je sais pas pourquoi on tire sur une personne qui ne s'arrête pas. C'est bizarre. Les gens trouvent autant de justifications pour le dire, disant si la police t'arrête, il faut s'arrêter, sinon voilà, c'est ta faute. Mais en réalité, dans plusieurs cas, quand vous voyez d'autre part, quand il s'agit d'un jeune blanc, on fait preuve de beaucoup de patience. Alors après avoir tiré sur ce pauvre jeune de 16 ans, un petit enfant, en tout cas, pour des raisons peu justifiables, le papa de l'enfant est parti chercher une école. Arrivé à cette école, il a trouvé l'enfant du policier et a fait de même. Au lieu de partir à la police et pleurer, accuser, demander justice et s'y attendre, généralement qui n'arrive pas, il est parti à l'école où étudiait l'enfant du policier et a pris la vie de l'enfant du policier. Et tout le monde était très fâché contre lui. Ce qu'il a fait était complètement injuste. Et il devrait subir une peine à un niveau incroyable. Et malheureusement, ça s'est passé bien évidemment juste à l'arrivée de Trump. Et c'était une histoire vraiment terrible. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que sa justice était correcte ou pas? Parce qu'il se disait certainement, d'après ses amis et camarades, que la justice aux États-Unis n'existe pas. La justice n'existe pas. Il y a la loi qui existe, mais la justice n'existe pas. La différence, c'est quoi? La loi existe parce que la loi est une référence sur laquelle tout le monde se pointe. Mais la justice n'existe pas parce que aux États-Unis, tu pourrais tirer sur une personne innocente et t'en sortir indemne puisque tu as un avocat fort ou tu as les finances. C'est-à-dire, bien qu'il y ait la loi, il n'y a pas nécessairement de justice. Alors d'après vous, est-ce que cette justice à lui était une justice équitable? Fallait-il faire sentir au policier les mêmes émotions qu'il a expérimentées en voyant la vie de son petit enfant pris de force par un étranger? Eh bien évidemment, ça dépend de vous. Il faut faire ça, il a bien fait. Il y a des gens qui ont dit qu'il avait bien fait. C'est la meilleure façon de transmettre un sentiment équitable à une personne. D'autres personnes disent c'est pas correct parce que le petit jeune garçon n'a absolument rien fait. Oui, il n'a rien fait, comme le petit jeune noir aussi n'avait absolument rien fait. C'est bien triste comme situation. Faut-il rendre à quelqu'un le prix de ce qu'il a commis comme crime à votre égard? En tout cas, en Mauritanie, on s'en plaint. La Mauritanie se plaint de l'agissement du Mali. Disons que le Mali serait en train de traiter des citoyens mauritaniens avec peu de regard. Les dernières semaines, les nombreux commerçants mauritaniens établis à Bamako ont vu leurs boutiques fermées par les autorités locales. Les raisons évoquées varient entre absence d'autorisation administrative, c'est-à-dire ils travaillent illégalement, ou encore soupçon d'irrégularité fiscale et mesures de sécurité. Irrégularité fiscale, ils ne payent pas les taxes. Donc les Mauritaniens se plaignent disant que les ressortissants de leur pays sont maltraités au Mali actuellement. Et leurs commerçants, en tout cas ceux qui travaillent et opèrent là-bas, dans le secteur économique, sont quasiment bloqués d'opérations. Ils sont accusés d'œuvrer de manière irrégulière et aussi d'avoir des irrégularités fiscales et aussi des raisons de sécurité. Donc d'après les Mauritaniens, il y a un climat d'harcèlement au Mali à l'égard des Mauritaniens. Les Mali harceleraient les Mauritaniens au Mali. Est-ce vrai? On va le découvrir tout de suite. Donc, la communauté mauritanienne dénonce un climat d'harcèlement et d'incertitude qui fragilise des milliers de petits opérateurs économiques, souvent installés de longue date dans les quartiers populaires dans la capitale malienne. Vous savez, en Afrique, il est naturel. Les pays voisins, les gens vont vivre ici et là. Les frontières ont été créées de toutes pièces par les Européens, c'est clair. Mais évidemment, ceci a créé une intersection où les gens d'un pays peuvent aller vivre ailleurs sans difficulté. Et dans la plupart des cas, sans besoin de visa. Mais aujourd'hui, on voit entre le Mali et la Mauritanie un vrai problème qui se passe. Et on va essayer de plonger là-dessus pour voir ce qui se passe. Le Mali accuse la Mauritanie aussi disant « Depuis mars 2025, la Mauritanie a procédé à l'expulsion de plus de 1800 ressortissants maliens pour séjour irrégulier ou absence de documents valides. » Donc, les Maliens ont été refoulés, renvoyés au Mali depuis la Mauritanie. Plus de 1800 Maliens ont été renvoyés dans des conditions très difficiles. On dit que certains ont été battus, d'autres ont été tabassés, d'autres se sont vus ravis de leurs biens. Pourquoi? Parce que d'après les autorités, ils sont là de manière irrégulière. C'est-à-dire, ils sont là de manière irrégulière et absence de documents valides. Donc, présentez vos documents, sinon on vous chasse. Et on vous chasse comment? On vous demande pas de partir à la maison comme ça. On vous tabasse, on vous racle, on vous refoule. On vous refoule avec ferveur. Ces expulsions ont suscité une vive réaction du gouvernement malien qui a dénoncé des violences et des violations des droits humains lors des opérations de reconduite à la frontière. Je ne sais pas pourquoi ces opérations ne peuvent pas être doux et gentilles et sympathiques. Ramener quelqu'un chez lui avec propreté, politesse et respect. Monsieur, au revoir. Pourquoi il faut taper les gens, bousculer? On ne sait pas c'est quoi la profondeur de cette histoire. Le Mali a exprimé son indignation et a demandé la cessation immédiate de ces pratiques.
le Mali a demandé la cessation immédiate de ces pratiques. C'est-à-dire les Maliens ont remarqué que les pratiques là ne sont pas correctes. On peut refouler quelqu'un, mais il y a des manières de refouler les gens. La manière dont on refoule un blanc, comme vous refoulez un Malien ou un subsaharien, c'est différent. Il faut arrêter ça. Le Mali continue en disant que nombreuses familles ont été séparées. Les familles ont été séparées pendant l'expulsion et que les conditions de l'arrestation étaient préoccupantes. Les familles ont été séparées pendant l'expulsion. C'est un peu comme quand on prenait les Noirs pour les emmener aux Amériques. On prend la maman, on le vend chez M. Bernard et on prend son enfant de 7 ans, on vend chez Mme Catherine. C'est ça. Séparer les gens par expulsion, c'est la même chose. On n'est pas sûr qu'ils pourraient se retrouver. Comment pouvez-vous être sûr que ces familles se retrouveront? En réponse, une délégation malienne s'est rendue à Naoutchouk pour tenter d'apaiser la tension et préserver les relations bilatérales. Donc, malgré le fait que le Mali se plaigne, que la Mauritanie a renvoyé ses enfants avec brutalité et tout le bazar, ils sont quand même partis en Mauritanie pour essayer de discuter de manière adulte. Essayons de trouver un moyen respectable. Éviter des histoires bizarres. Alors, vous vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous savez, la Mauritanie a été accusée à plusieurs reprises de racisme. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez aller faire quelques recherches. Le traitement des hommes à peau sombre, c'est franchement déplorable. Alors, récemment, nous savons aussi que la Mauritanie a signé un accord avec l'Union européenne, un accord de ralentissement de flux migratoires. L'accord que la Mauritanie a signé avec l'Union européenne ressent 210 millions de dollars a pour objectif de ralentir les Africains dans leur course de partir vers l'Europe. Et en faisant cela, il faut le faire de manière ostentatoire, en brutalisant les gens. Vous voulez décourager les gens à partir quelque part, vous faites quoi? Vous les tabassez carrément de façon à ce que les autres aient peur. Quand vous tabassez quelqu'un très durement, il va rentrer à la maison raconter avec ses écorchures, ses cicatrices, dire regardez ce qui m'est arrivé. En tout cas, n'osez pas faire cela. Est-ce que tous les Maliens qui sont en Mauritanie, ils sont parce qu'ils ont envie de partir en Europe? Point d'interrogation. Donc la Mauritanie a signé un accord avec l'Union européenne pour limiter le flux migratoire, ce qui pourrait expliquer cette politique plus stricte envers les migrants africains en général. Et en février 2024, nous savons que l'Union européenne a annoncé un financement de 210 millions d'euros. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. La Mauritanie peut s'en servir pour beaucoup de choses. C'est vrai, vous savez, entre pays, la fraternité est une chose qui n'est pas naturelle. C'est une chose dans laquelle il faut investir. Il faut travailler sur la fraternité. Il faut l'enrichir, il faut l'arroser. Ces faits, évidemment, ont des conséquences. Les conséquences sont directes. Le fait d'expulser les gens, quelquefois, vous pensez, vous leur rendez la vie difficile, mais des fois, vous expulsez votre domestique, ou votre jardinier, ou peut-être l'électricien du quartier. En fin de compte, vous vous rendez compte combien il était important. Moi, je sais qu'en grandissant, on nous disait, l'électricien du quartier, on ne se prend pas la tête avec lui. L'électricien du quartier, généralement, pour ceux qui ont vécu dans des pays où le courant partait, il y avait des coupures de courant très régulièrement. Il y avait un monsieur électricien du quartier qui savait comment gérer l'histoire depuis la grande boîte de l'État. Il peut bouger les histoires là-bas, le courant revient. Mais si vous prenez la tête avec lui, vous allez dormir dans le noir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une grande crise qui s'annonce en Mauritanie. La crise, évidemment, dans le secteur de bâtiment. Pourquoi? L'expulsion massive des travailleurs maliens a provoqué une pénurie de main-d'œuvre dans les bâtiments. De nombreux Maliens en Mauritanie travaillent dans le bâtiment. Ils sont très actifs, très forts, très courageux. Vous savez, quand quelqu'un va dans un pays étranger, il va chercher la vie. Il va bosser dur par rapport à la personne qui vit dans ce pays-là. Il a complaisance. C'est naturel. C'est un fait simple. Les Maliens sont des grands bosseurs, même en Mauritanie. Beaucoup de maçons occupaient des postes de maçons, main-d'œuvre, aides charpentiers ou peintres, ou encore autres électriciens, tout le bazar, sont obligés de plier bagages et de rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que le traitement est raciste, racialiste. Évidemment, quand vous avez la main-d'œuvre, les gens qui travaillent durement, vous les renvoyez. Ça devient très difficile. Donald Trump a renvoyé des Mexicains chez eux à la maison, rentrer chez vous parce qu'ils étaient... Mais les États-Unis ont des difficultés actuellement avec les constructions, tout le bazar. Les travailleurs assidus aux États-Unis sont mexicains. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Très doucement, il a arrêté de renvoyer les Mexicains. En tout cas, ceux-là qui travaillent. Vous voyez, parce qu'il a compris, il pensait que les Américains pouvaient faire tout eux-mêmes. Mais la réalité est celle-ci, les gens ne sont pas intéressés. Il y a des boulots pour lesquels les gens n'ont pas d'enthousiasme. C'est la même chose en Afrique du Sud. Il y a des travails qu'assument les Zimbabwéens, comme là. Ils le font très bien. Vous mettez un Sud-Africain, même s'ils se plaignent de perdre du boulot, ils sont incapables de le faire. Donc, il y a pénurie de travailleurs. 2, il y a hausse de coûts de construction. Les entreprises doivent désormais embaucher à des salaires plus élevés ou former des nouveaux ouvriers. Avant, c'était facile avec les Maliens. Maintenant, ça devient compliqué. Pas de travailleurs. Maintenant, il faut embaucher plus cher. Numéro 3, il y a retard de projets. Les projets sont en retard parce que les travailleurs ne sont pas là. Et 4, mécontentement les entrepreneurs. Vous investissez dans une histoire, vous donnez l'argent, mais le résultat final ne se présente. Donc, on peut quelquefois penser pouvoir punir quelqu'un ne sachant pas qu'on est en train de se punir soi-même.
Historiquement parlant, nous savons que la Mauritanie a eu quelques difficultés avec certains pays limitrophes. Avec le Sénégal, il y a eu un moment de difficulté, de soubresaut. En 1989, par exemple, il y a eu accrochage entre bergers mauritaniens et paysans sénégalais. Les bergers mauritaniens, les paysans sénégalais se sont pris la tête. C'est passé entre eux. Quelques temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Des militaires mauritaniens sont venus et ont abattu les Sénégalais. Je vous rappelle que les Mauritaniens ont une couleur un peu chocolatée par rapport à, une partie des Mauritaniens qui sont au pouvoir. Alors ici, il s'agissait de ceux-là qui se considèrent arabes, si vous voulez berbères, contre les Noirs. L'armée mauritanienne intervient. Au lieu de venir séparer l'histoire gentiment, l'armée a intervenu et a abattu les Sénégalais. En représailles, des violences anti-mauritaniens éclatent au Sénégal. Évidemment, vous tuez nos peuples. Ici, chez nous aussi, on va faire quelque chose, on va vous bousculer. En Mauritanie, le gouvernement réagit en expulsant des milliers de citoyens noirs, souvent accusés à tort d'être sénégalais. Donc on a expulsé des Noirs en Mauritanie, qui sont mauritaniens d'origine. Mais on les a dit qu'ils étaient sénégalais, allez au Sénégal. Allez au Sénégal, en discrimination totale. On estime que plus de 250 000 Noirs mauritaniens étaient expulsés vers le Sénégal. Ils ont été ciblés, on parlait ici de peuples des Peuls, des Soninké, de Wolof mauritaniens qui ont été expulsés. Ils sont partis au Sénégal. Et jusqu'à aujourd'hui, on estime autour de 14 000 de ces peuples sont toujours au Sénégal. En fin de compte, ils ont dit, nous, on préfère rester au Sénégal, on est mieux accueillis, on est plus agréable ici au Sénégal qu'on ne pourrait l'être nous en Mauritanie. Et pendant très longtemps, la Mauritanie ne reconnaissait pas ces personnes, les Noirs, qui étaient au Sénégal, qui sont en réalité mauritaniens. Ce n'est qu'en 1991 qu'ils reconnaîtront finalement, ok, ils sont les nôtres. Donc, est-ce que le Mali a tort de faire exactement ce que la Mauritanie est en train de faire aux Maliens en Mauritanie? Pour l'interrogation, faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Les Africains qui obtiennent les nationalités étrangères, on parle ici de nationalités européennes ou américaines, sont-ils fidèles aux États-Unis d'Amérique et à l'Europe ou sont-ils fidèles à l'Afrique? Les Africains qui partent en Europe, aux États-Unis, deviennent américains et européens. Sont-ils fidèles à l'Europe ou le pays d'accueil européen ou sont-ils fidèles à leur pays africain? Si la guerre commençait entre les États-Unis et votre pays d'origine, vous allez où? Maintenant, si les États-Unis d'Amérique disent non, ne venez pas chez nous ici, on va rendre la vie difficile, vous appelez quoi? Racisme? Non, si la guerre commençait entre vous les États-Unis, qui vous allez supporter? Changeons l'histoire, ok? Une personne venue d'un pays étranger, du Kenya ou du Burundi, vient chez vous, ou ailleurs, ok? Arrivé chez vous, il dit être en synchronie avec la mentalité du peuple, la tradition et tout le bazar. Il veut faire partie de votre pays. Okay? On lui donne le passeport et la nationalité. Il profite des avantages, des assurances et tout le reste. Mais en fin de compte, quand il y a des histoires entre votre pays et son pays d'origine, il commence à prendre position. Cette personne est fidèle à votre pays ou pas? Bon, vous sentez comment? Trahi, n'est-ce pas? Pourquoi il faut lui donner la nationalité s'il n'est pas fidèle à notre pays? N'est-ce pas? Eh bien, écoutez, les choses ont changé aux États-Unis d'Amérique. Les Américains ont remarqué que les Africains ne sont pas fidèles aux États-Unis, ils sont fidèles à leur nation. Ils sont Américains, mais Africains d'abord. Ok? Les choses ont changé complètement. La politique des visas pour étudiants a totalement changé. C'est-à-dire, les États-Unis d'Amérique a désormais créé toute une liste pour les enfants. Vos enfants n'iront plus aux États-Unis comme avant. Hein. C'est fini. Hein. Il faut plaider. Hein. Il faut commencer à plaider maintenant. Pour aller aux États-Unis d'Amérique ou avoir un visa américain, pour étudiants, on parle d'étudiants ici, numéro 1, il faut mettre votre compte de réseau social ouvert. Donc, tous vos comptes des réseaux sociaux doivent être ouverts, publics. Plus de private compte, fini. Finito. On doit voir ce que vous racontez. Quel a été le commentaire que vous avez fait par rapport au bombardement des États-Unis aux plantes d'uranium iranien? Est-ce que vous avez insulté l'Amérique? Est-ce que vous avez insulté le pays qu'on ne cite pas? Quelle est votre position par rapport à la rhétorique de M. Trump vis-à-vis des pays africains? Donc, il est important de savoir qui vous êtes en réalité. Dans le passé, on n'avait jamais demandé ça, mais maintenant, avant d'avoir un visa, il faut qu'on voit votre social media. Si vous êtes privé, vous n'aurez pas de visa américain. La mission américaine au Nigeria. La mission au Nigeria dit, si vous quittez l'école pendant quelques jours, on vous renvoie en Afrique. Si vous abandonnez les cours pendant quelques temps, on vous renvoie en Afrique. Si vous tombez malade pendant longtemps, on vous renvoie en Afrique. Si pour des raisons de santé émotionnelle, vous avez... Bon, voilà. C'est fini la rigolade. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'Africains, vos enfants, qui portent aux États-Unis, prétextant aller pour étudier et tout le bazar. Mais en fin de compte, ils ne sont pas dans les classes. Ils sont ailleurs en train de vendre des goussis et tout le bazar. C'est quoi le truc là que les gens du pays là mangent? Vous vendez ça au lieu d'aller à l'école. Après être arrivé aux États-Unis et commencer ses études académiques, il faudrait encore faire une réapplication de visa après quelque temps. Donc, après quelque temps, on peut vous faire une demande de réapplication de visa. Donc, fini les prévisions disant, voilà, je veux partir, je veux rentrer à Noël. Non, c'est fini. Vous ne savez même pas dans combien de temps vous allez rentrer ou pas. C'est une façon de déstabiliser un peu pour vous retirer cette certification que vous avez autrefois. Finito.
On donnera 4 ans de visa aux étudiants, même pour ceux qui font un programme plus long. 4 ans. Après 4 ans, il faut réévaluer comment tu t'es comporté. Si tu t'es comporté bizarrement, tu as un gros cétreux des femmes, on te fait rentrer. Comme vous le remarquez, ceci affecte les étudiants subsahariens. On parle ici du Nigeria, Ghana, Éthiopie, Côte d'Ivoire, Gabon et tout le bazar. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis d'Amérique, c'est aussi en Grande-Bretagne qu'on le fait. Ma question est celle-ci avant de partir en Grande-Bretagne. Ma question est celle-ci pour vous. Est-ce du racisme le fait qu'on essaie de restructurer le système de visa, la politique étrangère sur les enfants, les étudiants et tout le bazar? Est-ce raciste? Est-ce raciste ou pas? Je veux savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce raciste? Bah, écoutez, la raison pour laquelle on ne veut plus de vous là-bas, puisque c'est clair, on ne veut plus de vous, c'est parce que d'après eux, vous restez au-delà de votre séjour autorisé. Donc, même les étudiants africains, quand ils arrivent, ils restent au-delà de leur séjour. D'ailleurs, parlons du président gabonais. Je sais que les Gabonais n'aiment pas quand on parle du Gabon. Ah, il faut parler de ton pays. Ils sont très marrants, c'est là. Mais faut rire. Le président gabonais a récemment fait un commentaire disant le pays ne subventionnera plus les bourses, les bourses pour les jeunes gabonais pour les États-Unis d'Amérique. Et voilà, il y a eu des commentaires qui ont été faits. Certaines personnes ont été tout à fait d'accord avec ça. D'après le président gabonais, la raison pour laquelle il ne le ferait plus, c'est parce que les jeunes gabonais qui partent aux États-Unis d'Amérique ne rentrent plus jamais au Gabon. Aux frais du gouvernement, partis aux États-Unis d'Amérique, étudiés, ils ont été logés, on leur a donné de l'argent pour manger tout le bazar. Ils finissent les cours et restent aux États-Unis d'Amérique. Et ça ne profite pas au Gabon. Ils ne reviennent jamais au pays. Il va avoir son doctorat en médecine ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère travailler ici parce que ça paye mieux. C'est l'instinct de l'homme. Il veut vivre là, on le paye mieux. Donc, à quoi ça nous sert de donner des bourses à des Gabonais qui viennent ici, qui vont rester ici? Parce que tous ceux qui ont la bourse ici ne reviennent pas. Et grave encore, c'est que vos enfants, ils ont double nationalité. Je veux bien, c'est des Gabonais, mais c'est aussi des Américains. Donc, si le Gabon ne fait pas sa part, l'Amérique fait sa part. Pourquoi vous voulez avoir 2 bourses sur le même enfant? Le président gabonais a dit, niet, on ne le fera plus désormais. Si vous voulez aller ailleurs, pour bourse, vous allez partir au Sénégal, au Maroc et ailleurs, au Ghana. Beaucoup de gens étaient très fâchés. Pourquoi tu racontes des bêtises? Pourquoi tu soutiens le président? Mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on te soutienne, toi? Le président réfléchit. Est-ce que vous pensez que le président a fait ça parce qu'il a été influencé par Trump? Je sais pas. Est-ce que vous pensez que monsieur Oligui ne peut pas réfléchir indépendamment de l'influence de Trump? Ou, réfléchissons un peu. Qui est-ce qui veut investir son argent sur quelqu'un qui ne remboursera pas l'investissement? Non, l'investissement que vous mettez dans la banque, quand vous dit, la banque va vous rendre 8% de votre intérêt à la fin de l'année. Si c'est un compte stable. Vous faites ça pour recevoir 8% ou pas? Je sais que 8% c'est absolument rien. Il faut prendre cet argent et investir dans autre chose. Bref. Les banques vont se fâcher ici. Votre 8% là, vous le voulez ou vous ne le voulez pas? Bon, vous voulez le 8%. Quand vous donnez l'argent à quelqu'un, il dit, bon, écoute, j'ai besoin d'argent, j'ai des choses à faire, je veux te rembourser avec intérêt. Tu as prêté, c'est par amour ou par intérêt? C'est par intérêt. Quand tu vas acheter les histoires en Chine pour les vendre en Afrique, tu revends au même prix ou tu vends pour intérêt? Pour intérêt. Vous pensez le gouvernement gabonais est votre père pour vous envoyer aux États-Unis et fouiller. Il faut vous acclamer. Non, le Gabonais, dans son autorité, dit non, on ne fera plus ça. En Grande-Bretagne, on veut pas non plus d'étudiants africains. Ils ont rendu les choses très difficiles. Ils disent que les étudiants, à peine arrivés au Royaume-Uni, ils demandent l'asile. Imaginez-vous un petit... À peine atterri, tu vas demander l'asile. Donc ton visa est encore valide. Tu as peut-être un visa de 2 ans ou un truc comme ça. À peine arrivé, tu vas demander l'asile. Et c'est bizarre, pourquoi? Je pourrais comprendre ceux qui traversent des moments vraiment difficiles dans des pays vraiment, vraiment difficiles. Mais ce qui emmerde encore, c'est quoi? C'est le fait que les mêmes personnes qui fuient leur pays sont les mêmes personnes qui défendent leur président. Quand quelqu'un d'intelligent ou de réfléchir essaie de décortiquer un peu la pensée du président. Ah non, il faut pas dire ça, c'est le président. Tu ne comprends pas. Voilà. Ce sont les mêmes personnes qui n'aiment pas leur pays. Évidemment, vous n'aimez pas votre pays. Voilà pourquoi vous n'y êtes pas. Si vous n'êtes pas ailleurs pour le business, pour autre chose, c'est pas pendant 5 ans, c'est parce que vous n'aimez pas votre pays, c'est clair. Si vous n'êtes pas marié ailleurs, peut-être, on pourrait comprendre. Vous êtes pour le business, vous êtes marié, vous êtes artiste, on comprend. Ça fait 5 ans que vous n'êtes pas au pays, c'est parce que vous n'aimez pas le pays. Vous préférez le pays ailleurs. D'accord? Je répète, si vous n'avez pas d'investissement ailleurs, vous n'avez pas de... C'est simple. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont les plus chauds à l'égard de la politique de leur pays. Ils ne veulent pas qu'on parle du président. N'essayez pas de discuter sur le gouvernement. Pourquoi? Parce que le président est de leur tribu. C'est aussi simple. Ah, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les histoires des Africains sont très faciles à gérer, très faciles à comprendre que même l'homme blanc s'en moque. L'ennemi de l'Africain, ce n'est pas le blanc. Le blanc, ce n'est pas l'ennemi de l'Africain. Il faut pas vous fâcher. C'est ça la vérité. L'homme blanc était l'ennemi de l'Africain avant. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il se sert de vous contre vous. C'est simple. Hein? Ceux qui ont tué Lumumba, c'est qui? Ce sont des blancs. Est-ce que ce sont les blancs qui ont tué Lumumba? Ceux qui ont attrapé Lumumba, c'est les blancs. Lumumba, c'est ce monsieur ici. Regardez le monsieur ici. Hein? Pendant son discours, il a dit non. Comment dire, le roi de Belge voulait faire un discours disant, vous avez enfin légué votre indépendance. Vous pouvez aller faire votre vie et tout le bazar. L'indépendance du Congo
constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Lumumba a dit non, il est parti derrière le podium pour aller écrire son histoire très rapidement. Il a dit non, nous avons reçu notre indépendance au coup de fouet et de pleurs et des sangs. Ce n'est pas par générosité, absolument pas, il faut pas changer l'histoire. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Lumumba a parlé pour son peuple. Mais qui l'a matraqué? Regardez comment on l'a fermé les bains. Non, regardez le monsieur là qui touche la tête de Lumumba. C'est un blanc. C'est un Français. C'est un Belge. Faut arrêter vos bêtises. L'ennemi le plus mauvais, c'est vous. C'est vous-même. Et vous voyez le pays là, RDC. Un pays qui traverse un moment absolument depuis 30 ans. Ça vous étonne pourquoi? Même Dieu est fâché. Il a envoyé un homme pour aller vous aider. Mais vous l'avez fait ça. Et il y a même d'autres Congolais qui disaient, moi-même, Lumumba, moi, si c'était pour moi, je peux le manger. Alors Manuel, Oui. vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne se le prend un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même, parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme qu'on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes? Avec les Lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Bakwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Écoutez comment quelqu'un parle. Et si c'était pour lui, il allait les manger. Est-ce qu'un blanc peut parler comme ça? Comment? Devant la caméra. Donc voilà. Désormais, en Grande-Bretagne, on demandera 12 000 livres sterling aux étudiants par an. Il faut déposer cet argent avant de commencer, contrairement à ce qui s'est passé dans le passé. 12 à 15 000 sera demandé. Pour la naturalisation, ça ne sera plus 5 ans. Dans le passé, vous faites 5 ans, vous êtes naturalisé british. Vous verrez beaucoup de noirs là-bas. Moi, je suis british. Moi, je suis british. Je t'ai donné british. C'est à cause de moi que tu as british. C'est comme ça. Je t'ai donné british. Mais ils sont pas fidèles à british. Ils sont fidèles à leur pays. C'est ça la vérité. On se sert de British. Ils profitent du British. Vous n'aimez pas que les gens profitent de votre nationalité. Vous n'aimez pas, vous les appelez, vous avez des noms, vous appelez les gens. Vous n'aimez pas que les gens profitent de votre nationalité. Okay? Un Africain en Grande-Bretagne pourrait facilement devenir un agent du gouvernement. Kemi Badenoch, qui est du Nigeria, elle est devenue quoi? Au plus haut degré que jamais, c'est un Africain. Mais vous, dans votre pays, est-ce que quelqu'un de l'étranger peut venir quelqu'un dans votre pays? Sans que vous leviez tollé général. Il n'est pas décisif. Il faut vous dire de vérité. Quelquefois, c'est vous, les méchants. Ah oui? Ces gens-là sont tolérants. On vous en accepte. Kemi Badenoch, en Grande-Bretagne. Vous pouvez accepter ça. Vous allez sortir la lignée ancestrale. Il n'est pas d'ici, d'ailleurs. L'air montagne, c'est à l'intérieur. Donc, désormais, ça ne sera plus 5 ans pour devenir british. Ça sera 10 ans. Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous, chose qui est tout à fait normale, dans certains pays, ce sont des pays républiques bananières, sans loi, ou même ceux qui sont braves, qui peuvent se lever pour contrer l'œuvre maléfique de leur gouvernement mauvais, sont malheureusement à la merci des méchants. Les méchants sont lesquels? Ce sont leurs propres frères. Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever pour aller se battre parce qu'ils ont peur, ils ont trahi, comme Lumumba a été trahi. Ah oui, il y a des gens qui ont compris qu'il y a certains pays pour lesquels on ne se bat pas.
Ce serait sacrifier ta vie pour rien. Vaut mieux vivre en paix avec tes enfants dans un pays à côté, où les gens réfléchissent, se servent de leur cerveau. Vaut mieux partir dans un pays africain à côté et vous naturaliser, peut-être, je sais pas, agréer à ce qui se passe. Si ça va en accord avec vos valeurs, pourquoi pas? Il n'a pas été écrit ici Gabon, tout ça, Bénin, Togo. Ce n'est pas écrit, c'est nulle part. Tu es né, on t'a dit que tu étais gabonais. Je suis désolé. Je suis pas en train de vous prêcher l'antinationalisme. Je sais qu'il y a des gens ici. Mais il faut être libre d'esprit. Qui vous a mis dans des cartons? Oh, c'est moi, ce qui se passe au Bénin, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui se passe là-bas, c'est au Togo. Nous ne sommes pas togolais. Qui t'a dit que c'était togolais? Ou béninois? Ou sénégalais? Tu es le fils de ton père. Un esprit vivant dans un corps. L'objectif est simple, vous avez compris. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez un commentaire. YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas souscrits. Pourquoi vous n'êtes pas toujours souscrits? Je me pose la question. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui nous suivent en privé, dans notre groupe privé. On aura notre live ce week-end. Ça sera chaud. Le Burkina Faso vient de recevoir des drones pour combat, des drones pour résister, des drones Akinci, une douzaine de drones pour résister contre les attaques terroristes. Bravo. Le Burkina Faso, voici la carte. Beau pays, excellent endroit, merveilleuse personne, une expérience incroyable que j'ai eue, inédite. Des gens vraiment humains que j'ai beaucoup apprécié. La nourriture était super géniale. C'est un moment que je chérirai pour très longtemps. Et j'y serai encore très bientôt. Burkina Faso, pays de Papa Sankara. Aujourd'hui, guidé, dirigé, accompagné par monsieur Ibrahim Traoré, qui fait un excellent travail d'ailleurs. Vient d'accueillir des drones. Des drones, pourquoi des drones? Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son Excellence monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Donc ce sont des appareils très performants, fiables que nous avons actuellement. Le Burkina Faso a besoin de drones pour résister contre les islamistes radicaux qui sont en train de détruire, des radicaux qui attaquent des installations militaires ainsi que des villages paisibles. En raison des attaques constantes par des militants, de nombreux habitants ont été contraints de quitter leur domicile et s'installer dans des régions les plus sûres du pays. Le président par intérim Ibrahim Traoré a remis aux forces armées du pays d'importants lots de drones Baraïta. Donc les drones sont achetés pour résister aux islamistes radicaux, évidemment qui apportent leur version de l'islam qui n'a pas été prêchée par les grands. Donc, le Burkina Faso s'est levé, vous savez exactement l'histoire, vous connaissez l'histoire. Le président Traoré est venu au pouvoir après avoir résisté au président précédent qui clairement ne faisait pas le travail assez bien ou qui n'assumait pas ses responsabilités correctement après que lui-même ait remplacé un président qui aurait dit que les terroristes étaient beaucoup plus forts que l'armée. Chose qui a découragé beaucoup de militaires et beaucoup de citoyens burkinabés. Et aujourd'hui, on voit clairement la direction que prend le président Traoré. C'est vers une direction neutre, mais forte. Je vous rappelle que Ibrahim Traoré, il y a quelque temps, était lui-même au front avec sa AK-47 en main, en train de marcher, contrairement à beaucoup de dirigeants qui ne parlent que de loin, à distance. Il a montré la direction, il a fait preuve de bravoure et de courage. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Si vous partez, c'est la mort. Donc, mettez-vous au travail encore plus. Toutes ces populations dans les Banwa ici, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les sécuriser. C'est vous qui avez hissé le drapeau ici. Il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage, ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr.
Déjà, actuellement, le climat, c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'harmattan, il y a tout. Tenez bon. Comment ne pas aimer une telle personne si on fait partie de l'armée? On doit aussi noter qu'il a été rapporté que lors d'un incident récent, un drone Baykartar TB2, apparemment appartenant à l'armée de l'air burkinabé, s'est écrasé à environ 140 km au sud de la capitale, près de Tekondogo. Bon, on ne sait pas vérifier si cette information est vraie, mais qu'elle soit vraie ou pas, les accidents sont normaux. Ça arrive, ça peut arriver aussi à n'importe qui. C'est arrivé dernièrement, d'ailleurs à l'armée américaine, avec leur avion furtif, la toute dernière technologie. Ce qui est important à rappeler ici, c'est que le président burkinabé a fait preuve de beaucoup de clarté d'esprit. Il a refusé de prendre son salaire de président. Je ne sais pas qui refuse de prendre son salaire de président. Hein. C'est pas beaucoup de personnes qui font ça. En tout cas, pas beaucoup d'Africains peuvent faire ça. Refuser d'accepter son salaire de président pour ne profiter que de son salaire de capitaine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et en cela faisant, il a encouragé beaucoup de personnes à contribuer dans un lot commun, un peu de leur salaire, un pourcentage de leur gain, afin de permettre au pays d'acheter ces drones et des armements qu'on a aujourd'hui. La dynamique de la reconquête du territoire pour l'année 2024, le chef de l'État a bien dit dans son discours qu'on devrait accélérer le processus pour faire en sorte d'aller beaucoup plus vite avec beaucoup plus de quiétude pour l'année 2024. Cela demande nécessairement des moyens et cela demande une plus grande mobilisation. Et pour cela, donc, il a été prévu que tous les travailleurs, que ce soit ceux du public ou ceux du privé, contribuent à faire en sorte que nous puissions disposer de moyens pour pouvoir équiper mieux les forces de défense et de sécurité. Rendez-vous compte que Banque mondiale, Fonds monétaire international sont des institutions qui sont naturellement contrôlées par l'Ouest. Donc on ne peut pas y aller en tant que burkinabé pour demander des prêts ou de l'argent pour aller acheter de l'armement pour combattre le terrorisme. Il faudrait dans ce cas qu'on fasse usage de son cerveau, c'est-à-dire de requérir de l'argent interne pour acheter ce qu'il faut pour la nation. Et ça fait du bien, c'est encourageant. Un peuple burkinabé serein et fort qui se met ensemble pour acheter ce qu'il faut pour leur nation. Il y a quelque temps, le Burkina Faso avait acquis des camions, des voitures et beaucoup d'autres instruments de la Chine, dans le but évidemment de repousser ce terrorisme qui a été créé, vous savez par qui, pour quels objectifs exactement. L'objectif est clair. Il faut déstabiliser les pays africains pour en profiter. Rendez-vous compte, c'est le seul objectif du terrorisme et des petites guerres. L'objectif, c'est déstabiliser la région pour la contrôler. Vous ne verrez jamais des guerres dans un milieu où il n'y a rien. Ça n'existe pas. La guerre, c'est de l'argent. La guerre se sponsorise. La guerre profite toujours à quelqu'un. Il n'y a jamais de guerre pour rien. Okay, l'image qu'on vous montre aujourd'hui, c'est l'image d'un groupe de terroristes. Mais derrière les terroristes, qu'y a-t-il? Il faut se poser la question, comment ça se fait que ces terroristes ont des armes de dernier clic, des armes de pointe? Comment ça se fait que ces terroristes ont des voitures Toyota? Ils ont eu ça où? Qui a fabriqué ces Toyota-là? Brand new, tout neuf. Qui le donne, ces histoires? Il y a quelqu'un qui donne. Comment ça se fait que ces terroristes savent où est-ce qu'il faut frapper? Qui leur donne cette intelligence ou ce renseignement? Il y a quelqu'un qui donne. Comment ça se fait que les terroristes savent quand est-ce qu'il faut se déplacer? Parce qu'il y a des attaques qui arrivent. Il y a quelqu'un qui les informe. Qui est cette personne? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez? Le président Traoré qui est en train de promouvoir l'agriculture, en train de promouvoir les constructions des hôpitaux, qui a été fait d'ailleurs récemment, en train d'être fait par des Chinois. Il a encore une fois repeint l'idée, redoré le projet. Tout ceci est pas seulement très élégant, mais nous nourrit de beaucoup d'espoir. Nous savons tous que certaines personnes pensaient et s'attendaient à ce que le Burkina Faso retombe dans l'anarchie totale. On s'attendait à ce que progressivement, après le départ des Français, que le terroriste gagne du terrain et qu'il vienne pour qu'enfin finalement, on s'attend à quoi? Pour qu'enfin finalement on parte supplier, demander à ce que, revenez s'il vous plaît, après tout, ça a été compliqué, est-ce que vous pouvez revenir? C'est ça la vérité. Mais ça fait du bien de voir un président jeune, 36 ans d'âge, beau, fort, élégant, courageux, surtout bien muni là, à l'intérieur. Il n'est pas en train de s'embrouiller, c'est magnifique. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On veut savoir ce que vous en pensez. Le président Traoré est-il le président, malgré la transition, qui doit continuer dans le pays jusqu'à ce qu'il y ait maturité? Parce qu'il est important. Cette façon de mener les choses, c'est bien ou mal? Chercher des correspondances, des amitiés ailleurs, à part l'Europe et l'Occident. Est-ce que ça viendra? La guerre, le sida, l'Ebola, toujours en RDC. 30 ans de guerre, 30 ans de peine, de galère, de trière, c'est incroyable. Ok, on vient officiellement de déclarer une nouvelle épidémie, l'Ebola.
Ebola, vous connaissez, c'est une maladie très difficile à gérer, où le sang coule de partout. Chaque orifice, en tout cas, les yeux, les oreilles, partout, il y a le sang qui coule. Et en fin de compte, il y a organ failure, comment on appelle ça en français, organ failure, et les gens meurent. On va essayer de voir un peu plus profondément pour comprendre ce qui se passe. On dit qu'au moins 15 personnes ont perdu leur vie dans cette nouvelle épidémie d'Ebola qui s'est passée dans la province du Kasaï. Province du Kasaï, c'est ça, vous voyez sur la carte. Province du Kasaï, c'est la province du président congolais, d'accord? Province d'origine. Il y a des gens qui disent que l'Ebola est causé par la sorcellerie, parce que les gens sont jaloux du président, voilà pourquoi ils ont jugé équitable d'envoyer Ebola à travers les moyens mystiques dans le Kasaï, la province du président de la République. C'est quand même bizarre, hein? Vous savez, un Africain, vous pouvez dire, la raison pour laquelle tu n'as pas eu le boulot, c'est parce que tu n'as pas les compétences nécessaires. Il faut aller affermir tes capacités. Il dira non. Ah non. Non, tu ne comprends pas. Toi aussi, tu ne comprends pas du tout. Tu sais combien de fois moi j'ai gêné? Combien de jours j'ai fait des jeûnes de prière pour cette histoire? Tu ne comprends pas. La parole de Dieu, voilà. Mais si tu lui dis, cher monsieur, vous avez bossé très dur, la raison pour laquelle vous n'avez pas eu le boulot, c'est parce que votre tante au village, vous vous souvenez, celle-là qui a eu des problèmes avec votre maman, c'est à cause d'elle que ça n'a pas marché. La personne vous dira, ah oui, tout à fait. J'ai fait un rêve dans lequel la tante me suivait. Parce que cette tante, en évidence, avait des réels problèmes avec ma mère à l'époque, pendant que mon père cherchait à épouser ma mère. Mais vous lui dites, la raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu le boulot, c'est à cause de vos documents. Là, ça ne l'intéresse pas. Alors, on parle ici de 15 personnes. La présence du virus a été confirmée chez une femme, principalement de 34 ans, qui a été admise à l'hôpital. Et après plusieurs symptômes tels que forte fièvre, vomissement et tout le reste, elle a perdu la vie. Et après ça, on a remarqué que 15 personnes, en tout cas 15 personnes étaient confirmées. Vous savez, l'Ebola est une maladie très difficile. Okay. Et d'après l'histoire, on dit que l'Ebola a été découvert en République démocratique du Congo. RDC, République démocratique du Congo. C'est quand même bizarre un pays qui a l'or, le diamant, le cobalt, le coltan, l'uranium dont on s'est servi pour aller bombarder Hiroshima et Nagasaki est venu de la RDC. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la peine, la galère, la trière. C'est la 16e épidémie depuis la découverte du virus mortel dans le pays de l'Afrique centrale. D'après l'Occident, c'est à cause de la chauve-souris. À force de manger des chauves-souris, voilà ce qui se passe. La question est, est-ce que les Congolais mangent des chauves-souris? Je ne sais pas. S'il y a des Congolais ici, il faut nous faire savoir. Les Congolais qui mangent des chauves-souris, il y en a-t-il? C'est une ethnie précise pour l'interrogation. Mais la question est celle-ci. Nous savons que les Africains, depuis la nuit de temps, mangent de la viande sauvage, n'est-ce pas? De la viande de la forêt, si vous préférez. Les animaux de la forêt, nous savons cela. Mais est-ce qu'il y en a qui mangent des chauves-souris? Disons que c'est vrai, il y a des gens qui mangent la chauve-souris. S'il y a vraiment des gens qui mangent la chauve-souris et que l'Ebola provient réellement de la chauve-souris, comment ça se fait que le reste des gens qui mangent toujours la chauve-souris aujourd'hui ne sont pas en train de mourir d'Ebola? Là, vous me direz, c'est peut-être parce qu'il y a certaines chauves-souris qui sont atteintes de l'Ebola, ce ne sont pas toutes les chauves-souris. Mais dans ce cas, il y aurait un peu plus, en tout cas, beaucoup plus de cas de personnes mourant d'Ebola, n'est-ce pas? Depuis la nuit des temps. Si on en mange depuis des siècles, comment ça se fait qu'il y a très longtemps, on n'a pas enregistré des cas d'Ebola? C'est à peine récemment que ça a commencé. Vous voyez un peu de quoi je parle? Ou bien l'Ebola est une autre chose? D'après ce que les gens fous disent, c'est un truc qui a été conçu quelque part, dans l'objectif d'être testé quelque part parmi les sauvages et tout le bazar, masqué en disant simplement que voilà, les sauvages, ils ont mangé des chauves-souris. Voilà pourquoi ils ont ces trucs bizarres. Est-ce une folie? Absolument pas. Parce que récemment, on est en train de découvrir que même l'histoire-là, on vient de confirmer que l'histoire-là a été développée dans une boîte. Au départ, on traitait les gens de malades pour le simple fait de penser autant. Mais aujourd'hui, récemment, on n'en parle pas. Vous n'entendez pas, on n'en parle pas. Mais on vient de reconnaître que l'histoire-là a été en effet, je ne dirais pas le mot, travailler pour des tests. L'objectif, c'était quoi? C'était en cas de situation, une histoire. Il y aurait transmission, transfert, j'essaie d'éviter les mots, entre un animal vers un humain, les entreprises de soins médicaux devraient être en capacité de protéger les humains au cas où cette histoire quittait les animaux pour entrer dans les humains. Mais c'est eux qui ont transformé la forme. Initialement, apparemment, l'histoire-là était une histoire d'animaux. C'était simplement collectable entre animaux. C'est eux qui ont changé ça de sorte à ce que ça puisse aussi toucher l'humain. Alors, est-ce qu'on peut dire que la théorie autour d'Ebola serait une folie totale? Absolument pas. Vous savez, c'est intéressant parce que en Afrique de l'Ouest, à l'époque, au Libéria, il y a eu aussi des difficultés autour d'Ebola. Ebola est une maladie très difficile. Vous ne pouvez que regarder votre enfant s'il tombait malade à distance parce que vous n'êtes pas autorisé de le toucher ou quoi que ce soit. Même pas de l'enterrer parce que la contamination est sordide.
au Libéria, il y a eu beaucoup de gens qui tombaient. Et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas d'antidote du tout. Beaucoup de gens tombaient, donc nombreuses personnes. Et à l'époque, il y avait un Américain, Kent Brentley, ok? Ce monsieur était en Afrique, comme par hasard, en train d'aider les petits Africains. Et pendant qu'il était en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été atteint de l'Ebola. Et à cette époque, les Américains et autres disaient qu'il n'y avait pas d'antidote et qu'ils avaient besoin des milliards de dollars. Je crois 2 milliards de dollars pour faire un travail pour finalement trouver des médicaments pour les Africains. Et à l'époque, les Africains tombaient déjà. Mais le jeune blanc, docteur au Libéria, à l'époque, tomba malade. Après être tombé malade, les États-Unis a dépêché un avion ajusté pour ces conditions. Donc l'avion avait les éléments nécessaires pour conduire le monsieur depuis le Libéria vers les États-Unis d'Amérique. Arrivé aux États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de gens qui regrettaient ce jeune homme qui est venu sacrifier sa vie en Afrique pour des pauvres Africains. Désormais, malheureusement, il ira mourir. Pendant que les Africains disaient aussi, oh, ce jeune monsieur qui est venu pour nous, malheureusement, il mourra. Mais quelques jours plus tard, il est sorti dans les médias pour dire merci. Aujourd'hui, c'est un jour miraculeux. Je suis très heureux d'être en vie. En mars, quand nous avons appris que le virus Ebola était en Guinée et qu'il s'était propagé au Libéria, nous avons commencé à nous préparer au pire. Notre première patiente n'est arrivée qu'en juin, mais nous étions prêts. Le mercredi 23 juillet, je me suis réveillée en me sentant mal et puis ma vie a pris une tournure inattendue quand on m'a diagnostiqué la maladie due au virus Ebola. Félicitations à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que on leur a donné un traitement qui, d'après eux, n'avait jamais été testé par des humains ou sur des humains. Un traitement in vitro qui n'avait jamais été traité in vivo. C'est ça. Et on est censé croire à ça. Donc, eux, ils avaient un traitement là caché pendant qu'ils disaient aux Africains qu'ils n'avaient pas de traitement du tout. Qu'il fallait quelques milliards de dollars pour trouver un traitement. Mais quand c'est un jeune Kent Brentley qui tombe malade en Afrique, alors là, on dépêche un avion spécial et quelques jours plus tard, il est guéri. Mais au même moment, plusieurs Africains tombaient comme des mouches. C'est ça la réalité dans le monde dans lequel on vit. Voilà pourquoi il est important d'avoir ses propres capacités et ne pas se fier aux autres. Oh non, on va prendre votre médicament. Non, fabriquez votre propre médicament. Voilà pourquoi il est important d'avoir des dirigeants qui comprennent l'importance de la science. Envoyez les enfants à l'école pour étudier. Ok. L'Ouganda a fait beaucoup d'efforts. À l'époque, ils ont fait appeler des étrangers, Elf et Total, machin histoire, pour venir faire une inspection pour voir s'il y avait du pétrole. Les gens sont venus, initialement, il a dit il y en a. Quelques temps après les négociations, ils ont dit au fait, on s'est trompé. Nos spécialistes ont revu, il n'y a pas de pétrole ici chez vous. Qu'est-ce que l'Ouganda a fait? L'Ouganda a pris ses enfants à eux. Ils ont envoyé des enfants pour aller étudier dans l'hydrocarbure. Ces enfants ont fait des années. Ils sont finalement rentrés. Et ce sont ces mêmes enfants de l'Ouganda qui sont partis trouver cet hydrocarbure qu'ils trouvent. Peu importe la situation politique. Donc, il faut investir chez vous. Il faut avoir les éléments nécessaires pour pas... Faites-moi savoir ce que vous en pensez. J'aurai beaucoup de plaisir. God bless.